Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 142 sur RLP, Radio Libre en Périgord 102.3. Aujourd'hui, un sujet un peu plus léger pour nous relaxer. Nous aurons le plaisir de recevoir le journaliste indépendant Jacques Hainaut, qui a travaillé pour Prisma Presse, Capital, Les Échos Web Magazine, qui est passé par la prépa HEC, qui est diplômé de l'EDEC de Lille et de l'Université de Stanford. Monsieur Hainaut est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Il est auteur de publications scientifiques, auteur du numérique et des réseaux sociaux. Il est également auteur des livres « Facebook et vos enfants, guide pratique, les 45 questions à se poser absolument » en 2012, « Silicon Valley, Predator Valley, comment Apple, Facebook, Google et les autres s'emparent de nos données » Les 90 questions que tous les parents se posent, téléphone mobile, internet, jeux vidéo. Tous fichés, l'incroyable projet américain pour déjouer les attentats terroristes. Les enfants face aux écrans, pornographie, la vraie violence. Le tout aux éditions Télémac. Il avait auparavant écrit les jeux vidéo en 2002 au Cavalier Bleu, Internet en 2001 toujours au Cavalier Bleu et la presse économique et financière en 93 au PUF. Vous pouvez le retrouver sur ses sites internet www.hainaut.com, henno.com, ainsi que sur nosenfants.fr, qui parle de nos enfants et des nouvelles technologies, ainsi que sur tousfichés.com, qui traite de l'impact des nouvelles technologies sur notre vie privée, et enfin les confs, lesconfs.net, qui vous donnera son programme de conférence. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlons éducation, nous parlons protection de l'enfance. Faut-il oui ou non laisser les enfants seuls face à Internet et face aux écrans? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec monsieur Jacques Hainaut. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Mais auparavant, nous avons été interpellés par un article de Sébastien Dupont que vous avez déjà entendu sur cette antenne, qui nous a parlé notamment de la recherche universitaire concernant la résidence alternée. Un article sur le magazine cairn.info, cairn.info, à propos d'un ouvrage de monsieur Édouard Leport, Les papas en danger, des pères à l'assaut des droits des femmes, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, qui est sorti l'année dernière. Monsieur Dupont critique cet ouvrage et explique que l'auteur a réalisé 32 observations dans 4 associations en assumant un positionnement militant et en faisant référence au courant spécifique de la pensée féministe, celui du féminisme matérialisme, notamment en faisant référence aux travaux de Christine Delphi. Disons-le clairement, cet ouvrage est très clairement anti-père et critique ouvertement la volonté des parents d'aujourd'hui qui cherchent à pouvoir éduquer leurs enfants pour leur transmettre leurs valeurs. L'essentiel du livre consiste ainsi en une contradiction rhétorique des assertions et des revendications des bénévoles. Monsieur Dupont relève que de manière systématique, Édouard Leport interprète le matériel qu'il a recueilli de façon à décrédibiliser, voire à diaboliser les pères qu'il a rencontrés. Plutôt que de considérer la souffrance et les motivations exprimées avec la neutralité axiologique du sociologue, l'auteur leur prête de mauvaises intentions cachées et des volontés politiques. Monsieur Dupont met le doigt sur les multiples problèmes méthodologiques qui apparaissent au fil de l'ouvrage. Notamment, monsieur Leport cite pour les critiquer des documents, des slogans émanant de groupes et de mouvements qui ne sont pas des associations de pairs. La Manif pour tous, SOS Hommes Battus, le groupe sur les sexismes, etc. Le deuxième souci concerne des biais de généralisation. Régulièrement, l'auteur utilise un ou deux extraits d'entretien pour tirer des conclusions générales qu'il applique à l'ensemble du mouvement des droits des pairs. C'est un petit peu l'effet micro-trottoir. On met en avant un extrait pour donner l'illusion que ce propos est représentatif. Et le livre se conclut sur une affirmation générale: les associations de pairs relèvent sans distinction du masculinisme. C'est une personne très sympathique.
C'est un terme qui n'a pas de définition consensuelle et qui a une connotation péjorative et entend désigner des mouvements réactionnaires portés par des hommes qui s'opposent aux droits des femmes et au féminisme. Le problème est que cet ouvrage a été écrit par un postulat théorique disant que tous les hommes sont pétris, dans des modalités et des intensités différentes, de masculinisme. Le fait de grandir, de se construire, de vivre dans la société française actuelle comme un homme cisgenre implique nécessairement d'intégrer des valeurs relevant du masculinisme, page 138. Alors, ce serait pas un problème si cet ouvrage était effectivement un pamphlet ou une enquête à visée militante. Il a le droit. Le souci, c'est qu'il s'agit ici d'une thèse de doctorat, publiée par un éditeur universitaire. Donc un auteur qui bénéficie d'un argument d'autorité, avec un statut de chercheur. Il donne ainsi une validation académique et un mouvement de diabolisation. Et évidemment, ce livre a reçu un certain écho médiatique, avec des affirmations de l'auteur. Par exemple, les associations servent à maintenir l'ordre patriarcal entre les sexes, à perpétuer l'oppression des femmes par les hommes. Plus qu'une occasion manquée d'étudier le domaine mal connu des associations de pères séparés, l'ouvrage d'Édouard Leport est préoccupant. Un tel cas même isolé montre que les sciences sociales de la famille peuvent être atteintes par ce que Nathalie Heinich appelle le militantisme académique. Il est ainsi plus que jamais nécessaire de nous montrer vigilants et de promouvoir les règles et les visées de la recherche scientifique dans le domaine de la famille. C'était monsieur Sébastien Dupont dans Recherche familiale numéro 20 de janvier 2023 dans les pages 259 à 262. Monsieur Sébastien Dupont est docteur en psychologie, thérapeute familial et conjugal, chargé d'enseignement à la faculté de psychologie de l'Université de Strasbourg, formateur et superviseur. Il coordonne le diplôme universitaire de thérapie familiale de Strasbourg. C'est un auteur chez Erez, chez Flammarion, ainsi qu'aux presses universitaires. Quant à monsieur Édouard Leport, il est tout à fait libre de venir s'exprimer ici. D'ailleurs, tout le monde peut venir discuter avec moi. Quels que soient vos avis et vos argumentations, tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter soit en passant par la radio, soit en trouvant mon email sur Internet ou la page à propos de la chaîne YouTube. C'est pas très compliqué de me joindre, c'est quand même très facile. Si vous avez des arguments, si vous avez des choses à dire, venez en discuter avec moi. Mais s'il vous plaît, faites-le intelligemment et non pas de manière militante ou destructrice. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Jacques Hainaut, auteur et professionnel, qui est avec nous. Monsieur Hainaut, vous allez bien ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, expliquer aux auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, votre parcours, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené à devenir le monsieur que vous êtes aujourd'hui et à prendre ses positions sur nos enfants, en fait ? Alors, j'ai plusieurs fonctions. Disons que celle qui m'a amené à parler des enfants et des écrans, c'est au départ celle de journaliste. Il se trouve que je suis journaliste spécialiste plutôt des nouvelles technologies. J'ai longtemps travaillé pour un mensuel économique qui s'appelle Capital et qui m'avait envoyé faire de très nombreux reportages, par exemple dans la Silicon Valley, ce haut lieu des technologies où tout ce qui se passe arrive quelques temps après chez nous sur nos écrans. Je continue à être journaliste, maintenant journaliste indépendant, entre autres pour le quotidien Les Échos. Et puis à la naissance de notre premier enfant, donc c'était en 2002, à la naissance de notre premier enfant, un peu avant, donc je me suis intéressé à l'impact des images sur les enfants. Il y avait eu plusieurs rapports officiels à cette époque-là sur l'impact des images sur les enfants. Un qui était très mal fait, un qui était moyen, un qui était très bien fait. Et devant l'inégalité de ces rapports, j'ai décidé de faire ma propre enquête. Et c'est devenu un premier livre qui s'appelle Les enfants face aux écrans, pornographie, la vraie violence. Après, on m'a demandé de donner des conférences sur ce thème, parallèlement toujours à mon activité de journaliste. Et donc, j'ai rencontré d'autres parents qui se posaient des questions sur les enfants et les écrans. Et donc, j'ai écrit d'autres livres sur le thème des enfants et des écrans, Facebook et vos enfants, les 45 questions que tous les parents doivent se poser, etc., etc. J'en prépare un autre qui est chez mon éditeur, qui va sortir sur justement les enfants et les réseaux sociaux. Et donc, c'est à la suite de la publication de ces ouvrages, on m'a demandé encore plus de donner des conférences. Et donc, j'interviens régulièrement devant des enfants, devant des éducateurs, devant des parents, à la demande de collectivités locales, d'établissements scolaires, d'associations de parents d'élèves. Et pour théoriser un petit peu mon approche qui était au départ un petit peu empirique, j'ai fait un doctorat en sciences de l'information et de la communication que j'ai soutenu à l'université Rennes 2 début 2021. Voilà, vous savez tout. D'accord. En tout cas, ce qui vous regarde. D'accord, très bien. Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous les deux des anciens de Grand Lebrun.
Ah oui, Voilà. quelle promotion. Ouf, moi je suis 72, hein, donc j'étais dans les années 80, mais je devais être au collège quand vous étiez au lycée. D'accord. Mais Moi, je suis sorti en 82, après 2 ans de prépa. Oui, c'était l'époque du père Masse, de monsieur Neut, etc. Voilà. oui, exactement. De Tino et les autres, et tous ces gens qui travaillaient, on s'en rendait pas compte, hein, mais qui travaillaient à cette époque très fortement pour le bien des enfants déjà. Absolument. Voilà, et vous avez effectivement été après un journaliste économique, vous avez travaillé pour le groupe Prisma et effectivement pour les Échos. Voilà. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, l'ouvrage clé actuellement, hein, qui a fait que je vous ai contacté, c'est Nos enfants face aux écrans. Parce que il me semble que la position a évolué au fur et à mesure du temps. À une époque, c'était super de mettre nos enfants sur la technologie très tôt. On pensait que ça allait les aider à se développer intellectuellement, que ça allait participer à leur croissance intellectuelle, que ça allait les mettre dans la technologie. Donc on les abreuvait de technologie extrêmement tôt. Et tout d'un coup, on a vu arriver un discours contraire disant « Ah non, absolument pas, il faut qu'ils se placent dans un environnement en 3 dimensions parce qu'autrement le cerveau se développe moins bien, c'est néfaste et autres. » Qu'en est-il réellement ? Alors, si vous voulez, il y a d'abord eu historiquement un premier fossé qui s'est creusé entre, d'une part, effectivement, ceux qui disaient il faut mettre nos enfants devant les écrans, ça va les aider à se développer, et puis ceux qui avaient du mal à les mettre pour des raisons idéologiques ou des problèmes financiers. Hein, voilà. Donc on pensait qu'il allait y avoir un fossé social qui allait se creuser entre ces deux pans de la société. Et puis après, on s'est aperçu qu'effectivement, si on mettait trop les enfants trop jeunes devant les écrans tout seuls, c'était pas très bon pour leur développement. Et donc il y a un nouveau fossé qui est en train de se creuser entre les parents qui ont compris quand même que les écrans c'est bien, mais pas pour des enfants trop petits et tout seuls devant des écrans et trop longtemps. Et puis des parents qui sont restés un peu sur la première approche, ils disent plus on met chez qui c'est open bar, si je puis dire, hein, donc bar ouvert pour parler un bon français, et qui disent voilà, qui croient encore que donner un écran très tôt aux enfants, ça va les aider à se développer. Alors, qu'est-ce qu'il en est du point de vue scientifique, hein ? La seule étude longitudinale qui existe, en tout cas à ma connaissance, sur le thème des enfants et des écrans, c'est une étude canadienne, il y a quelques années, qui porte uniquement sur l'exposition des enfants à la télévision. Donc, la télévision qui est un média, qui n'est pas un média interactif. Mais cette étude semble montrer que les enfants de moins de 3 ans qui sont exposés plus que les autres à la télévision, au fur et à mesure qu'ils grandissent, à 13 ans, ils ont des problèmes d'attention, de socialisation, etc. Autre certitude scientifique, la lecture sur tablette, la lecture sur écran, etc., ça n'apprend pas à lire. Et donc, il y a un fossé qui est en train de se creuser entre des enfants qui ont appris à lire sur des écrans et des enfants qui maîtrisent beaucoup mieux la lecture parce qu'ils ont continué à apprendre sur des livres, sur du papier. D'accord. Et alors qu'aujourd'hui, encore, dans beaucoup d'établissements, on donne encore beaucoup de tablettes à l'entrée au collège à des enfants, alors qu'à l'entrée au collège, la lecture n'est pas encore forcément très bien acquise. Elle est censée l'être, mais en pratique, effectivement, elle ne l'est pas toujours. Voilà, elle est censée l'être. Voilà, ça fait partie des programmes. En tout cas, ce qui est marqué dans les programmes officiels, mais les résultats des études montrent qu'il faut faire pas mal de rattrapage. Il y a d'ailleurs des cours de soutien de lecture, etc., en 6e qui ont été instaurés. Si vous voulez, moi, à un moment, j'ai un peu prêché dans le désert sur l'impact en disant que attention, les tablettes n'est pas très bon pour les enfants si on leur donne trop tôt au collège et s'ils n'ont pas les bons acquis culturels nécessaires. Y compris, moi nous avons 3 enfants hein, qui ont maintenant 21, 19 et bientôt 17. Et la petite dernière, que j'aurais pu appeler la petite dernière, parce qu'elle a quand même 17 ans, elle est dans un établissement où en 5e, sans qu'on nous ait prévenu, parce qu'on l'a inscrit en 6e, on lui a donné une tablette. Mm-hmm. Et voilà, on voit bien quand même la différence de qualité d'apprentissage par rapport à ces 2 aînés qui ont été dans l'établissement, un autre établissement où il n'y avait pas du tout de tablette. Donc voilà, donc je pense que je vais pas vous dire qu'il m'arrive pas de douter hein, sur, je vais pas appeler ça une croisade, mais ça serait trop fort. Mais effectivement, je m'intéresse à l'impact des écrans, des images et des écrans sur les enfants depuis une vingtaine d'années. Et ce que j'ai dénoncé il y a déjà 20 ans, la pornographie, l'impact de la pornographie sur les enfants, eh bien les différents gouvernements qui sont succédés ont tenté de trouver des moyens pour juguler l'exposition des enfants à la pornographie, avec plus ou moins de succès, plutôt moins de succès que plus. Dans un certain établissement qui à un moment m'avait, je ne vais pas dire banni, mais
faisaient plus appel à moi parce que mon discours sur les tablettes leur faisait un peu peur, parce que même donner des tablettes, etc. Eh bien, ils me font revenir en disant, oui, finalement, je pense que vous aviez raison. Alors, il faut utiliser les tablettes à bon escient, pas trop tôt, en encadrant tout ça. Donc, il y a quand même un retour de balancier sur le thème des tablettes dans beaucoup d'établissements. C'est parfois difficile d'avoir raison trop tôt. Écoutez, c'est parfois aussi un peu, écoutez, je sais pas, ça peut être prétentieux, je sais pas si j'ai eu raison trop tôt, mais en même temps, ça fait partie du rôle au départ. La science a démontré que l'enfant, quand il était mis devant un objet plat, son cerveau ne développait pas l'apprentissage en 3 dimensions. C'est pour ça qu'il a besoin d'interaction, d'aller à l'extérieur et autres. Ça, les neurosciences l'ont montré. Donc effectivement, l'abus de tablette est néfaste au développement de l'enfant. Donc ça, très clairement, scientifiquement, vous aviez raison sur ce point. Voilà, et puis ça fait partie du travail de journaliste et de chercheur, parce que maintenant je suis un peu chercheur avec ce doctorat, d'être en avance, d'être en avance. Là où j'ai été, si vous voulez, peut-être le plus en avance, c'est sur le thème de l'impact des nouvelles technologies sur la vie privée. J'ai écrit un livre qui s'appelle Tous fichés, l'incroyable projet américain pour déjouer les attentats terroristes, et je crois que je l'ai publié, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est 2008, bien avant que Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain qui est réfugié en Russie, 2005. Et dénoncé. 2005. Voilà, Effectivement, nous allons rebondir dessus juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc bien avant que Edward Snowden ne dénonce et ne démontre les abus de la NSA, la National Security Agency, l'agence d'espionnage électronique du gouvernement américain, des agissements donc de la NSA qui capte plein d'informations, récupère d'informations, réquisitionne des informations auprès de Google, Apple, etc. Oui, donc vous avez écrit effectivement en 2005 Tous fichés aux éditions Télémac, l'incroyable projet américain pour déjouer les attentats terroristes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a son petit frère qui est arrivé un peu plus tard, qui s'appelle Facebook et vos enfants guide pratique. Il y a une relation entre Facebook, les enfants et le fichage américain? Alors le livre Vrai petit frère, il s'appelle Silicon Valley / Predator Valley, point d'interrogation, comme on appelle Facebook, Google et les autres s'emparent de nos données, qui a dû paraître en 2011 et 2012, juste après effectivement Facebook et vos enfants. Oui, il y a bien sûr un lien entre ces deux sujets qui me passionnent, qui sont l'impact des nouvelles technologies sur les enfants et l'impact des nouvelles technologies sur la vie privée, avec les réseaux sociaux, qui sont le média le plus utilisé maintenant par les préados et les ados, et qui captent énormément d'informations sur nous. On le voit encore avec tout le débat qu'il y a actuellement sur TikTok. Faut-il bannir TikTok? Faut-il interdire TikTok? D'abord auprès des fonctionnaires américains, européens, français, et est-ce que peut-être il faut même l'interdire complètement à tous les utilisateurs? De manière très récente, le gouvernement français a interdit l'usage des applications récréatives, dont TikTok, sur les matériels officiels nationaux, je crois. J'ai cru comprendre, on va passer ça il y a une semaine, mais c'est pas forcément parce que ça rend idiot, c'est parce que les informations qui sont sur ces ordinateurs sont captées par les applications correspondantes et envoyées en Chine, en fait. C'est ça le soupçon qu'il y a derrière. Exactement, de même que on sait très bien que les informations captées par Google, Apple et beaucoup de Microsoft sont peut-être réquisitionnées par le gouvernement américain. Mais ça c'est officiel, on le sait, c'est le Patriot Act, ça veut dire que dès qu'une information rentre sur le territoire américain, il a quasi de service. C'est pour ça qu'ils mettent des serveurs à la fois à l'étranger et à la fois chez eux, comme ça dès qu'il y a un flux qui rentre sur leur territoire, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent avec. Mais eux c'est légal et on le sait. Voilà, mais les Chinois, il n'y a pas de raison qu'ils fassent pas pareil. Voilà. Ah, mais je suis d'accord, tout à fait, bien sûr. Si c'est pas encore les mêmes, si c'est pas encore reconnu. Alors, est-ce que les agissements américains sont légaux? Pour eux, pour nous, je sais pas. Pour eux, oui, du point de vue du droit américain, oui. Après, du point de vue européen, non, puisque effectivement, donc on veut interdire le stockage des informations, même par les applications américaines sur le territoire américain. Donc, on veut favoriser le stockage sur les territoires européens. C'est tout un problème de souveraineté numérique dans ton débat aussi aujourd'hui. Donc oui, il y a bien sûr une relation entre les deux sujets, entre ces deux sujets qui me passionnent, encore une fois, l'impact des nouvelles technologies sur la vie privée, l'impact des nouvelles technologies sur nos enfants. Et lorsque j'interviens devant des enfants à partir du collège, je leur explique bien comment
toutes ces données sont captées, pourquoi elles sont captées, à quoi elles servent. D'abord au sein de ces applications pour nous montrer de la publicité qui nous intéresse, pour nous montrer du contenu qui nous intéresse. Donc on va y passer, si on voit des choses qui nous intéressent, on va encore passer plus de temps sur ces réseaux sociaux, et si on y passe plus de temps, ils ont encore plus l'opportunité de nous montrer des publicités. Et puis ça, c'est la machinerie apparente, mais derrière, il y a encore une autre strate. Effectivement, toutes ces informations peuvent être récupérées par les agences gouvernementales américaines dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ou peut-être même dans le cadre de l'espionnage économique. Voilà. Donc, et c'est une lutte d'influence entre les Américains et les Chinois à ce niveau-là. Donc d'où cette lutte aussi, cette volonté des Américains de bannir, de montrer du doigt TikTok. Mais il y a aussi le fait que au-delà de l'utilisation de ces données à des fins de surveillance, on va dire, pour faire large, il y a aussi l'utilisation de ces réseaux, de ces plateformes pour tout ce qui est soft power, pour transmettre, diffuser une bonne image, soit de la culture américaine, soit de la culture chinoise, de la culture américaine sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter, tout ce que vous voulez. Et de la culture chinoise sur TikTok, bien sûr. Donc il y a l'aspect médical, effectivement, qui n'est pas très beau au niveau cognitif, mais après, il faut prendre en compte aussi que ce sont des outils, on va dire, de transmission, de propagation d'idées, de manipulation, quelque part, d'embrigadement, éventuellement. Et donc les enfants sont au contact de choses par eux-mêmes. On ne sont plus sous surveillance. Généralement, on regarde ce que l'on donne à nos enfants au niveau des livres. La télévision, on est avec eux lorsqu'ils la regardent. On choisit des films ensemble. Mais lorsqu'on les met sur ces réseaux-là, vraiment, c'est la brutalité du monde qui vient les voir en direct. Oui, et d'autant que de plus en plus de parents perçoivent le monde extérieur comme dangereux. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les sociologues que j'ai interviewés pour mes articles et pour mes livres. Mais depuis que les chaînes de télévision en France diffusent énormément de séries policières, donc avec des meurtres, tout ce que vous voulez, et puis depuis qu'il y a eu malheureusement tous les attentats, encore plus sans doute avec le Covid, nous, parents, nous percevons le monde extérieur comme dangereux et nous avons encore plus tendance à laisser nos enfants dans leur chambre. Ils sortent de moins en moins, donc ils passent de plus en plus de temps dans leur chambre, et dans leur chambre, ils sont de plus en plus sur leurs écrans, ordinateurs connectés à Internet, smartphones, et effectivement, à travers ces écrans, ils sont en contact avec le monde entier, avec tout ce que ça a de positif, mais aussi de négatif, y compris, effectivement, comme vous l'avez souligné, des outils qui peuvent être des outils il faut bien dire, de propagande, que ces outils soient d'origine américaine ou d'origine chinoise. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Jacques Hainaut sur RLP 102.3 aujourd'hui. Monsieur Hainaut, vous qui avez fait des recherches sur ce sujet et autres, quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux parents de manière générale, dans ce monde de technologie dans lequel il faut bien aussi que nos enfants s'adaptent et accès, comment faut-il s'occuper de nos enfants face à la technologie qui est dans nos vies de tous les jours? Alors, rien ne remplace d'abord un dialogue constructif avec ses enfants. En parler, discuter de ses enfants, parce que lorsque vous leur donnez un smartphone, lorsque vous les autorisez ou pas à s'inscrire sur des réseaux sociaux, leur expliquer que ces appareils, ces plateformes, les réseaux sociaux, vivent de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est capter notre attention, capter du temps de notre cerveau. On n'a pas trouvé comme meilleure formulation que ce que disait Patrick Lelay, lorsqu'il était PDG de TF1, et qui disait notre métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible aux annonceurs. À Coca-Cola, il disait même. Il disait pas les annonceurs, il disait à Coca-Cola. Donc, vendre du temps de cerveau humain disponible, c'est vendre de notre attention. Et quand il disait Coca-Cola, bien effectivement, c'est vendre du temps de cerveau humain disponible aux annonceurs. Les réseaux sociaux font exactement la même chose. Ils vivent des publicités qui sont vues sur les réseaux, sur leurs plateformes. Encore une fois, il faut capter notre attention. On développé plein d'astuces pour capter notre attention. Par exemple, les petites notifications que nous recevons lorsqu'il y a une actualité sur un réseau social auquel nous sommes abonnés. Un petit message s'affiche sur notre smartphone, nous cliquons dessus, nous ouvrons l'application, nous allons y passer du temps, ils peuvent nous montrer de la publicité. Voilà. Lorsque j'interviens devant des collégiens et des lycéens, je demande toujours qui a 10, 20, 30, 100, 800, 1000, 1500, 5000, parfois monté une fois jusqu'à 15 000 abonnés sur Instagram. Une gamine, un cinquième qui avait 15 000 abonnés sur Instagram, et je lui demande quel est ton prénom. Mettons qu'elle s'appelle Elisabeth. Elisabeth, est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert d'avoir 15 000 abonnés sur Instagram? En général, il y a un grand blanc. Je sais pas. Je vais te dire, Elisabeth, à quoi ça sert d'avoir 15 000 abonnés sur Instagram? Tu travailles gratuitement pour Instagram. À chaque fois que tu publies quelque chose sur Instagram, tes 15 000 abonnés vont recevoir une notification. Beaucoup d'entre eux vont ouvrir le réseau social, vont aller sur Instagram, vont y passer du temps. Instagram va pouvoir leur montrer de la publicité, gagner de l'argent. Et donc, tu fais gagner de l'argent à Instagram. Tu travailles gratuitement pour Instagram. En général, ça les fait un tout petit peu réfléchir. Donc, première chose, un dialogue constructif.
prendre toutes les occasions possibles pour expliquer comment ces réseaux, ces appareils vivent de l'économie de l'attention. Ensuite, il y a quelques règles simples quand même. Pas d'écran avant 3 ans. Même certains chercheurs commencent à dire pas d'écran, aucun écran, tout seul avant 6 ans. Alors, vous pouvez passer du temps avec votre enfant, si c'est pour faire un jeu avec lui, pour regarder un dessin animé avec lui devant la télé, etc. Mais il faut être avec lui. C'est pas que ça soit trop long, pas plus de 20 minutes, 30 minutes par jour lorsqu'ils sont petits, mais jamais d'écran tout seul. Voilà. On ne laisse pas un enfant tout seul devant les écrans. Ensuite, vous n'avez pas d'internet tout seul avant 6 ou 9 ans, pas de jeux vidéo tout seul à peu près au même âge, et idéalement, pas de smartphone avant au moins l'entrée au collège, voire plus si on peut tenir. Voilà, vous avez moi je connais à chaque fois que j'interviens dans les établissements scolaires, je fais des mini-sondages à main levée, qui a un smartphone, qui est abonné à tel réseau social, etc. Et il y a toujours quelques enfants qui n'ont rien et qui n'ont pas l'air malheureux, ils ont d'autres activités, d'autres passions, les échecs, le football, enfin voilà. Donc mais encore une fois, il faut leur faire confiance, mais ces outils sont tellement tentants que je pense qu'il n'est pas inutile d'installer un contrôle parental si on donne un smartphone à son enfant, au collège, au lycée, etc. Un contrôle parental, ce qui va permettre aux parents de dire, d'accord, tu peux utiliser le smartphone, mais pas plus de temps, d'heures par jour en semaine, un peu plus peut-être au week-end, voilà, un peu plus pendant les vacances éventuellement. Surtout, il faut restreindre l'utilisation des réseaux sociaux, parce que c'est vraiment les applications qui sont les plus addictives aujourd'hui. Je parle vraiment d'addiction entre guillemets, avec toutes les précautions d'usage que cela peut avoir par rapport à la définition de l'addiction du point de vue psychiatrique. Donc, ils sont très addictifs parce qu'il y a toutes ces plateformes ont encore une fois développé plein d'astuces, plein de techniques pour capter notre attention. Donc, le contrôle parental me semble nécessaire pour beaucoup de parents et beaucoup d'enfants. Ce sont des petits logiciels. L'abonnement coûte une vingtaine d'euros par an et c'est quand même, ça permet d'encadrer, comme vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'on regarde la télévision avec eux, on sait ce qu'ils regardent. Lorsqu'on leur donne des livres, on sait ce qu'ils lisent. Nous avons le droit aussi de savoir combien de temps et qu'est-ce qu'ils font sur leur écran. C'est pour les protéger, c'est pour leur rendre service, c'est pour qu'ils ne passent pas trop de temps et qu'ils puissent consacrer du temps par ailleurs à la vie en société, la vie scolaire, la vie en famille, etc. Oui, il n'est pas question ici de les priver de technologie. Je veux dire, un téléphone, ça peut être utile, avoir son enfant quelque part qui est joignable, qu'on puisse appeler, voire localiser. Il peut y avoir un intérêt lorsqu'il a 10-12 ans. Il s'agit juste en fait de mettre des barrières, de border et de regarder uniquement le côté utile et non pas le côté néfaste. Il s'agit de mettre des limites. Un enfant a besoin de limites pour se construire, même si il va peut-être se débrouiller pour dépasser les limites, parce qu'ils sont très malins. Certains peuvent trouver des astuces pour contourner le contrôle parental. C'est une technologie. La technologie n'est pas fiable. Aucune des technologies n'est fiable à 100%. Mais au moins, ils ont une limite, ils ont un cadre, et tous les enfants ont besoin d'être cadrés. Sinon, ils se construisent dans le vide. D'accord. Très bien. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Monsieur Hainaut, Jacques Hainaut sur RLP 102.3, est-ce que vous avez une actualité, des ouvrages en préparation, quelque chose qui va venir, qui vous attend? Oui, comme je vous le disais, donc il y a un prochain livre qui va paraître toujours aux éditions Télémac, mon éditeur Stéphane Vatlet m'a fait confiance depuis ce premier livre sur le thème des enfants et des écrans, pornographie, la vraie violence. Donc un livre à paraître normalement courant avril, mi ou fin avril. Et en tout cas, le texte est chez l'éditeur sur le thème des réseaux sociaux. Pourquoi vos enfants doivent quitter les réseaux sociaux, en expliquant le fonctionnement des réseaux sociaux, en expliquant tous les dangers que peuvent avoir représenté les réseaux sociaux pour nos enfants, et une partie très pratique, un guide pratique encore une fois. C'est un livre très facile d'accès avec une partie extrêmement pratique. Justement, d'abord tout un chapitre consacré à comment amorcer un dialogue constructif avec ses enfants, comment parler des réseaux sociaux avec ses enfants. Et c'est à partir de mon travail de conférencier, de mon expérience de conférencier, quel est le discours que je tiens moi-même devant des préados et des adolescents au sujet des réseaux sociaux. Et puis aussi un guide très pratique sur comment paramétrer chaque réseau social, par exemple, comment installer la double authentification, comment faire en sorte que les enfants puissent pas être suivis à la trace sur Snapchat à cause de la géolocalisation, etc. Je pense que c'est un guide pratique qui pourra aider beaucoup de parents, beaucoup de familles. En tout cas, il a été écrit dans ce sens.
Très bien. Et au niveau des conférences, écoutez, je suis appelé à droite et à gauche. Je crois que l'endroit le plus près de chez vous, ça sera à Angoulême les 24 et 25 mai prochains. Voilà. D'accord. Alors déjà, si vous passez par la Dordogne, vous contactez RLP parce que nous, en tant que média local, nous ferons l'information, nous ferons passer l'information. Et puis deux, si vous avez envie de vous exprimer sur ce livre quand il sera sorti ou sur un thème, vous êtes la bienvenue. Écoutez, merci beaucoup. Très bien. Merci monsieur Hainaut, bonne journée à vous, merci beaucoup. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.